Euh, C'est un plaisir de vous avoir ici ce soir parmi nous, d'autant que des quelques petites discussions que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous avant le début de la séance, il y a quand même un certain nombre de gens qui sont là, qui sont assez concernés par ces questions-là et qui ont déjà réfléchi pas mal à ces questions, donc je pense que l'échange pourra être assez intéressant. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier la Maison de l'Environnement de nous accueillir ici ce soir et puis d'accueillir le cycle thématique sur les sols pendant 3 mois, parce que je pense que c'est un sujet qui est important sur ce territoire notamment et où il y a beaucoup de choses à dire. Je remercie aussi la région Île-de-France qui permet à ce cycle d'exister, qui finance le projet. Et juste pour présenter en 2 mots Terre et Cité, donc Terre et Cité c'est une association qui travaille pour la préservation des terres agricoles du plateau de Saclay et des terres aux alentours sur Saint-Quentin de Yvelines, et qui travaille à recréer un lien de proximité entre les exploitants agricoles et les populations qui vivent sur ces territoires, et d'ouvrir un espace avec également les élus, avec les associations, etc., les chercheurs éventuellement qui travaillent, pour voir quelle place l'agriculture peut avoir et quelles peuvent être les modalités de relation entre ces différentes dimensions du territoire. Voilà. Et donc dans l'ARSPAC, moi je suis l'animateur de l'association. Il y a dans le coin de la salle là-bas Florence Godino qui est chargée d'animation, et Elsa Ducrot en haut avec l'appareil photo qui est en volontariat de service civique avec nous pendant 1 an. Il m'a été demandé de vous dire d'où venaient les produits agricoles que vous avez mangés tout à l'heure, parce qu'apparemment certains d'entre vous sont intéressés pour reprendre éventuellement plus tard. Donc les laitages, les yaourts et les jus de pommes viennent de la ferme de Vultin, sur le plateau de Saclay, entre Saclay et Juin-Josa. Le pain et les cookies viennent de la ferme d'Emmanuel Vandamme, à Villers-le-Bac. Et voilà, il y a d'autres exploitations qui font de la vente directe. Vous avez toutes les coordonnées, les horaires d'ouverture, etc. Sur les posters qui sont dans l'exposition dans la salle si ça vous intéresse. Voilà, et maintenant je rentre dans le point un peu plus approfondi du sujet. Donc on a la chance d'avoir avec nous ce soir Isabelle Goldringer, qui est directrice de recherche à l'INRA du Moulon, responsable de l'équipe diversité, évolution et adaptation des populations. Isabelle qui a travaillé sur un projet collaboratif et participatif de recherche sur les variétés de blé panifiables en Île-de-France et qui travaille de manière plus générale, je parle sous ton contrôle, sur les travaux sur les sélections génétiques, mais en s'appuyant sur des techniques de sélection naturelle, en s'appuyant sur des réseaux d'exploitants engagés pour beaucoup dans des pratiques durables. Donc voilà, la manière dont on peut arriver à des sélections variétales sans passer par la génétique forcée. Et Cyril Girardin, donc, qui est docteur en sciences du sol, ingénieur de recherche à l'INRA de Versailles-Réunion, qui est aussi président de l'AMAP des Jardins de Cérès, donc une grosse et une des premières AMAP d'Île-de-France qui est basée à Villers-le-Bac, qui travaille notamment avec Emmanuel Vandamme qu'on a cité tout à l'heure, et qui est, pour approfondir un peu son engagement, également fondateur de la SCI Les Chèvres de Gabreau, donc la SCI qui a racheté un bâtiment et des terres pour permettre à un exploitant de continuer à travailler. Voilà, je ne sais pas si sur vos parcours ou sur vos activités vous souhaitez rajouter un mot. Je vais juste rajouter un mot. Donc, je suis vraiment quelqu'un de la science du sol, donc je ne suis pas agronome. Et si on a, bon, aujourd'hui, vous avez cette soirée dans le cadre d'une exposition sur les sols, donc je suis particulièrement bien placé pour parler des sols et pas forcément de l'agronomie. Je ne sais pas si Isabelle est agronome. De formation, mais je suis généticienne. Voilà. Alors, il va y avoir un espace pour que vous puissiez poser vos questions suite à la multitude de points qu'on soulevait le film. Et moi, j'ai vraiment été assez impressionné la première fois que j'ai vu ce film, parce que je trouve que le croisement de regards est impressionnant et vraiment d'une très grande qualité. D'avoir des gens si divers qui s'expriment et qui arrivent à mettre en relief tant de choses par rapport... Voilà, à chaque fois que je le revois, je suis un peu ébaté.
Avant d'ouvrir cette phase plus ouverte de questions, j'avais juste 3 petites questions que j'ai préparées pour mettre un petit peu en perspective ce qu'on a pu voir, et les points, enfin, certains des points qui ont été soulevés dans le film et vos travaux respectifs. Donc le premier, c'est la première question, c'est dans vos champs de compétences respectifs, quel est l'impact que vous pouvez voir de l'évolution des pratiques agricoles, pour faire court, mettons, de ces 50 dernières années, qui est ressorti de différents aspects dans le film, et dans vos champs de compétences, vous, quelles sont les conséquences de ces changements de pratiques? Qu'est-ce que vous pouvez faire valoir de ça? Je ne sais pas s'il y en a un qui se sent de commencer. Bonsoir. Je pense que ça a été un petit peu évoqué, c'est l'histoire des variétés qui sont cultivées. C'était évoqué en particulier pour le blé, mais aussi pour les races animales. Et donc, un des gros changements dans le type de variétés végétales qui sont cultivées, qui s'est fait tout au cours du XXe siècle. Donc, dans la première moitié du XXe siècle, on est passé de variétés de pays qui étaient un petit peu des sortes de populations. Donc chaque agriculteur avait une variété un peu différente de son voisin, avec une certaine diversité à l'intérieur de son champ, et donc il récoltait puis ressemait à partir de cette variété-là l'année suivante, éventuellement faisait un petit peu de sélection, ça a été dit, et donc on avait comme ça tout un ensemble de variétés différentes cultivées par les différents agriculteurs, adaptés localement à un climat, à un sol, à des pratiques culturelles et puis à un mode de transformation. Et donc ça a été remplacé dans la première moitié du XXe siècle par des variétés sélectionnées de façon un petit centralisée, on peut dire, par des semenciers, des spécialistes de la sélection, et donc qui ont cherché à optimiser un petit peu la production dans le champ, en sélectionnant, en se disant, dans un champ, il y a une population, et certainement, il y a un individu, une plante qui est meilleure que les autres, et donc nous, si on est habile, on va essayer de trouver la meilleure, et puis de la multiplier à l'identique, pour faire le champ avec la meilleure plante. Et donc les variétés qui ont découlé de ce processus sont des variétés qui sont homogènes génétiquement, tous les individus sont identiques les uns aux autres, donc ils sont améliorés d'une certaine manière, comme ça a été décrit assez bien par Dufumier, c'est quoi son prénom déjà ? Marc Dufumier. Et voilà, donc on a eu ce processus-là, et puis ensuite dans la seconde moitié du XXe siècle, eh bien, donc aussi un processus d'intensification du travail de sélection des sélectionneurs avec des critères donc, qui ont évolué en même temps que l'agronomie, donc il fallait que les variétés elles valorisent mieux l'azote. Pour cela, donc, toutes les céréales, il fallait qu'elles aient des pailles plus courtes pour ne plus verser, et puis que l'azote, il puisse aller directement dans le grain. Donc on a sélectionné de cette manière-là pour des variétés vraiment productives, mais en conditions intensives. Et donc ça aboutit à plus de production, plus de potentiel, ça a été dit, mais dans des systèmes agricoles intensifs. Et donc ça marque aussi beaucoup les paysages. Et du coup, on se retrouve avec les mêmes variétés, pratiquement, aussi bien dans le nord de la France que dans le sud-ouest ou dans le sud-est. On trouve, si ce n'est la même, des variétés vraiment qui se ressemblent. Vous traversez la France. Bon, ma spécialité, c'est le blé, mais c'est vrai aussi pour les autres cultures, vous voyez le même champ de blé pratiquement d'un bout à l'autre de la France, et vous allez en Allemagne ou en Angleterre, ça va être à peu près le même champ. Alors, de mon côté, sur les sols, le virage, en fait, c'est entre la période, je dirais, qui a découlé après-guerre de l'intensification nécessaire pour nourrir la France, où le sol était vu comme un support, où finalement les apports de chimie pouvaient nourrir les plantes et suffisaient à nourrir les plantes. Et donc c'est vrai que ça a été une période où on a surtout pensé en fait
les apports de la chimie pour la production en matière végétale hein, et pour augmenter les rendements agricoles. Voilà. Et le virage, c'est que j'ai des collègues INRA dans la salle, alors il ne faut pas trop que je me trompe, mais à la fin des années 70, disons dans les années 80, il a commencé à y avoir un virage quand même de se dire est-ce que ça suffit de mettre de la chimie dans les sols et est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose? Et là, franchement, depuis les années 90, on a retrouvé peut-être le sens du vivant dans le sol. C'est-à-dire que le sol, ce sont des communautés biologiques qui sont en équilibre, des écosystèmes. Hein, vous avez vu dans le film, ça revient à plusieurs endroits dans le film. Ce sont des choses en équilibre. Il y a à peu près 1 milliard de bactéries par gramme de sol, pour vous donner une idée. C'est une ressource de biodiversité. On fait des médicaments à partir de ça. Donc c'est aussi, pour toute la recherche qui s'organise, c'est aussi un potentiel de découverte qui est fantastique. Hein. Je ne sais plus si on ne découvre pas 50 000 espèces par an à peu près, enfin voilà, et on connaît très peu de choses. Et on connaît mal les mécanismes de fonctionnement de toutes ces communautés. Or, pendant des années, parce qu'on a privilégié certaines pratiques, on a déséquilibré ces systèmes. Voilà. Et donc aujourd'hui, enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de laboratoires qui s'occupent de comprendre comment ces systèmes fonctionnent et de voir dans quelle mesure, justement, leur fonctionnement peut permettre la mise à disposition d'éléments nutritifs pour les plantes, hein, des éléments minéraux, hein, et donc compenser ou, je dirais, rééquilibrer un petit peu les apports de chimie qu'on fait sur les cultures, également des apports, bien sûr, de pesticides, d'insecticides, de fongicides, etc., qui seraient compensés par des mécanismes naturels d'activité biologique. Voilà. Je pense que c'est ça le virage que je vois depuis maintenant, on va dire, une vingtaine d'années. Voilà. Ça, c'est dans la recherche, mais tu vois un virage aussi dans les pratiques agricoles pour... Alors, la difficulté, c'est de traduire dans les pratiques, finalement, ce qu'on découvre dans la recherche. Alors, normalement, il y a des relais pour ça. Hein. Les chambres d'agriculture devraient être, et sont des relais, et devraient être des relais de ces choses-là. C'est-à-dire, quand on voit des choses qui marchent, on devrait avoir la capacité d'étendre je dirais, des réorganisations de pratiques culturales auprès des agriculteurs. Il faut que les résultats soient probants. Alors il y a certains agriculteurs qui se lancent dans ces modes de réorganisation, et d'ailleurs, il faut le reconnaître, tous les gens qui se lancent dans l'agriculture biologique, etc., sont des expérimentateurs, parfois non reconnus et non rémunérés, qui prennent des risques sur des pratiques culturelles dont on ne sait pas toujours comment ça va fonctionner dans leur système, etc. Et puis il y a des échecs. Bon, vous savez, quand vous avez... Dans le film, ils en parlent souvent, ils ont des crédits sur le dos, ils ont investi pour leur outil de travail, pour du matériel, etc. Et donc, il y a des charges financières derrière. Et donc, les risques qu'ils prennent, parfois, ils les payent. Et voilà. Mais il y en a qui arrivent à prendre les risques. Et dans la recherche aussi, on a des parcelles expérimentales et on essaye, je dirais, de tirer du mieux qu'on peut les conclusions qu'on a de nos essais. Mais nos essais ne sont pas non plus pléthoriques, quoi, hein. On n'a pas je dirais, on n'a pas non plus dans la recherche, c'est un des soucis de la recherche, on a de l'argent bien sûr pour chercher, mais on n'a pas non plus une capacité à étendre tous les modes de réorganisation des pratiques culturelles qu'on voudrait expérimenter. Voilà. Là, je suis obligé de me restreindre un petit peu parce que j'aurai une dizaine de questions qui surgiraient des deux interventions, mais je vais rester sur ce que j'avais prévu, puis je vous laisserai la liberté après d'ouvrir plus les choses. Du coup, pour raccourcir un peu ce temps un peu formel, je vais combiner mes deux questions qui étaient de toute façon assez liées. La première, c'est là de revenir à une échelle un peu plus large. Il y a beaucoup cette question quand même dans le film du lien entre l'agriculture, les pratiques agricoles et le territoire.
Donc c'est pour vous, voilà, dans quelle mesure et par quel mécanisme l'agriculture est liée à son territoire et quel est l'intérêt de penser l'agriculture en tant que liée à un territoire spécifique. Chose qui a pu évoluer ces dernières années au vu des évolutions de pratiques dont on a pu parler. Donc je pense qu'on rejoint avec des choses qui ont déjà été un peu évoquées, mais voilà cet angle-là. Et pour en venir au territoire qui nous concerne très directement, on a un territoire qui est très particulier du point de vue de l'activité agricole, puisqu'il est non seulement agricole, mais il a des composantes urbaines très fortes aujourd'hui, sur Saint-Quentin de Yvelines, sur le plateau de Saclay. On a vraiment des territoires qui restent agricoles et qui sont fonctionnels avec d'excellentes terres, mais qui sont en relation directe avec des activités très diverses et très différentes de celles de l'agriculture. Donc quel sens vous pouvez voir dans la préservation, l'existence déjà, et la préservation et le développement de terres agricoles dans ce contexte-là? C'est carrément trop compliqué pour moi à répondre. Je vais juste prendre par le petit bout de ma lorgnette de généticienne. Donc pour nous, le territoire, on le voit beaucoup, donc c'est un terroir aussi, et puis des pratiques agricoles. Et donc ce qu'on souhaite renforcer, revaloriser, ce qu'on pense qu'il pourrait être important pour développer des systèmes plus durables, c'est de donner plus de liberté, de capacité aux agriculteurs dans leur territoire et avec un type de marché de transformation, d'avoir vraiment les variétés ou les races animales qui sont adaptées, qui correspondent à ces besoins-là. Et donc c'est pour cela qu'on essaie de travailler étroitement avec des groupes d'agriculteurs un peu partout en France, qui ont chacun des contraintes et des objectifs complètement différents, soit qu'il y ait de l'élevage sur la ferme, soit que ce soit des paysans boulangers donc qui transforment, comme il y en avait un petit peu, leur blé en farine et en pain, soit autre chose, et donc de faire un travail plus spécifique donc, sur les variétés pour qu'elles soient vraiment, qu'elles répondent mieux à ces besoins-là. Et donc c'est un processus un peu dans la durée, la sélection de variétés, et donc de redifférencier et de dire qu'on peut gagner pour l'agriculteur et puis derrière pour le consommateur sur l'agronomie, enfin donc les aspects agronomiques et puis la qualité derrière, en travaillant beaucoup sur des variétés à différencier et adaptées localement. Et donc bon, c'est un peu ce qu'on avait commencé à faire dans le cadre d'un projet PICRI, donc qui sont ces projets soutenus par la région Île-de-France qui associent en partenariat des instituts de recherche et des citoyens. Et donc on avait travaillé avec le réseau Semences Paysannes et avec Nature et Progrès Île-de-France sur le développement de variétés de blé adaptées localement et tout. Donc en fait, en 4 ans, on a démarré un petit peu quelque chose, et donc l'idée c'est d'ancrer, enfin d'impliquer aussi les citoyens, consommateurs, moi j'aime pas trop ce mot, mais donc voilà, les citoyens dans aussi qu'ils arrivent à traduire des demandes, des attentes par rapport aux productions agricoles et aux variétés. Et donc nous, on avait fait un gros travail sur comment les différentes variétés de blé se traduisent en termes de goût et de qualité des pains. Donc on avait fait des exercices de dégustation de pain faits avec des variétés différentes qu'on soumettait à tout un tas de populations, enfin de citoyens, d'assemblées, et donc on a pu un petit peu à la fois sensibiliser les gens à cette question-là, et puis nous avoir progressé dans notre connaissance de la qualité des pains. Et là, ce que tu dis, ça me semble directement en lien avec toute la réflexion sur la qualité des produits agricoles de manière générale et la question de la réappropriation de la valeur ajoutée qui a été évoquée. Je vais essayer de faire 2 réponses courtes. La première, c'est directement tiré du film. Vous avez un monsieur de Loire-Atlantique, là, qui vous explique que les villes, en se développant autour d'elles, se développent sur des très bonnes terres. Parce qu'il y a des centaines d'années, nos ancêtres ne s'étaient pas installés n'importe où.
Donc on s'était installé dans une zone où ils pouvaient cultiver, transporter facilement leur production maraîchère vers la ville, etc. Donc il y a cette situation des territoires autour des grandes villes, et je veux dire c'est le cas de Paris, c'est le cas de Munich, c'est le cas de Madrid, enfin il y a énormément de grandes métropoles aujourd'hui qui se développent malheureusement, qui développent leur banlieue urbaine sur des territoires à forte potentialité. Et là ma deuxième réponse c'est que, par rapport à la question de Dorian, c'est que chaque territoire a des potentialités qu'il faut exploiter au mieux. On a la chance sur le plateau de Saclay d'avoir des sols de limon de 3 mètres qui produisent des rendements en blé qui sont parmi les meilleurs de France, jusqu'à 90-95 quintaux. Donc utilisons déjà ces potentialités, première chose. Deuxième chose, respectons aussi les équilibres des territoires. Et là, par contre, on a fait des erreurs, c'est-à-dire qu'on a spécialisé certains territoires dans certaines productions, et donc on a déséquilibré les territoires. Vous pensez par exemple à la Bretagne, on a spécialisé par exemple dans la production porcine, et qui aujourd'hui, vous le savez tous, pose problème, je ne vais pas étendre là-dessus. Bon. Et dans les équilibres, par exemple, pour le plateau de Saclay, je voudrais donner juste un exemple. On a eu un agriculteur récemment, qui est dans la map, qui a voulu développer une production d'agriculture biologique. Pour assainir ses champs, il avait besoin de faire 3 ans de luzerne. Or, la luzerne, ça vous a été dit dans le film, c'est très intéressant comme fourrage. Ben, faire un fourrage sur le plateau de Saclay, c'est bien, mais encore faut-il avoir des troupeaux pour absorber, par exemple, le fourrage qu'on va produire pendant 3 ans. Là, il s'est trouvé qu'il a réussi à mettre un partenariat en place avec la ferme de Viltin, qui a encore des vaches laitières. Ben là, je dirais que c'est un rapport gagnant-gagnant. Lui fait son fourrage de luzerne, et le fourrage, il est assimilé à peine 2 km plus loin par les vaches laitières de la ferme de Viltin. Donc voilà, donc il faut respecter des équilibres dans les territoires, parce que parfois, il y a des choses qui, en termes de production, peuvent être, je dirais, bien gérées collectivement, et je dirais s'appuyer les unes sur les autres. Voilà. Voilà, je vais arrêter de monopoliser la parole et je vais vous la laisser. Donc s'il y a certaines personnes d'entre vous qui ont des questions ou des remarques par rapport au point général qui peuvent surgir sur les choses qui ont été abordées aujourd'hui. J'avais une réflexion sur le... Attendez le micro. Dans le film, on nous a montré le BRF comme étant une solution radicale aux problèmes actuels. Le BRF, quand on l'utilise simplement dans les jardins, la première année, on a un déficit en azote, donc ce n'est pas quelque chose qui va refaire le sol comme ça du jour au lendemain. Dans le jardin, c'est une très bonne action, mais il ne me semble pas que ce soit la solution miracle. Alors j'aimerais que vous remettiez les choses un petit peu en place. Personnellement, je ne mène pas d'études sur le BRF, mais je peux me permettre de dire aussi que je ne connais personne dans mon domaine à l'INRA, qui est l'Institut National de Recherche Agronomique, qui mène d'études sur le BRF. Et je m'interroge. Je me dis comment ça se fait que ce produit qui est des propriétés agronomiques a priori bien identifiées, d'abord par nos collègues canadiens, ensuite par nos collègues belges, soit pas bien étudié. Voilà. Alors, la fin d'azote dont vous parlez, c'est normal. On met le BRF dans les jardins ou dans les champs, pareil. Et la première année, comme le BRF est très riche en carbone et pas trop riche en azote, ça crée un déséquilibre. Et donc, il va y avoir une forte consommation du carbone et donc un déficit en azote. Bon, ça, on pourrait très bien, la première année, le compenser. L'effet bénéfique quand même, c'est que dès la deuxième année, comme ce BRF il est passé dans la voie biologique, il a été assimilé, vous êtes d'accord, avec ou sans déficit d'azote, dès la deuxième année, il est dans la voie biologique. Et là, ce que dit M. Bourguignon et Mme Bourguignon, c'est quand même intéressant, c'est que on réenclenche des mécanismes par l'assimilation biologique qui peuvent ensuite profiter, si vous voulez, à toute la chaîne alimentaire qui est dans le sol et qui est très importante et qui reconstruit les matières organiques du sol, donc remet de la fertilité dans les sols et ensuite, dans cette action, peut relibérer des éléments nutritifs pour les plantes, etc. Donc, pour la première année, vous avez raison. Pour les années suivantes, je dirais qu'il y a vraiment pas mal d'éléments et d'indices qui disent que ça peut être quand même bénéfique. Alors après,
On a un souci quand même, c'est que ça marche bien à l'heure actuelle sur des petites surfaces en maraîchage. C'est vrai que là, on le voit par exemple épandre avec un épandeur sur une grande surface, etc. Bon, je ne connais pas trop d'expérience de ce type-là, parce que déjà, il vous l'a dit, il faut quand même plusieurs tonnes. C'est quand même un matériel sur des surfaces comme ça qu'il faut avoir par tonne entière. Hein. Enfin, c'est des gros tonnages, donc il faut avoir les haies, etc. Donc, voilà, Mais je vous dis, on a des collègues canadiens, belges qui ont pas mal avancé sur ces questions. Moi, je commence à en parler à des gens qui, chez nous, travaillent sur les composts, parce que les BRF font partie des composts. Je crois que, franchement, moi, personnellement, je pense que la recherche agronomique aurait intérêt à investir ce terrain du BRF. Et je peux vous dire que j'ai des collègues qui expérimentent pour l'IRD, qui est l'Institut de recherche et de développement, qui expérimente le BRF en Afrique, et que le BRF en Afrique a 2 propriétés qui sont encore très intéressantes. Ça fait un écran par rapport au soleil, parce que vous savez que les couches du sol en Afrique, à cause du soleil, elles cuisent littéralement, et donc elles diminuent l'activité organique. Et ensuite, ça maintient les réserves en eau, puisque ça fait comme un couvercle qui évite et qui limite les processus d'évaporation, qui crée des niches d'activité biologique sous la... Parce que là, on met les copeaux de bois juste en surface, donc ça fait un bel écran solaire, ça maintient bien l'humidité, ça favorise l'activité biologique, ça dynamise l'activité biologique et ça libère des nutriments. Et par exemple, au Burkina Faso, on a d'excellents résultats avec le BRF. Donc voilà, moi personnellement, je pense que notre institut devrait investir un peu plus sur le BRF, mais ce n'est pas la tendance actuelle. Je suis capable de critiquer mon institut là-dessus. On voit des fermes actuellement qui commencent à l'utiliser. Voilà. Alors c'est dommage parce que vous voyez, là on est typiquement, et c'est très bien, ça c'est aussi la bonne conscience citoyenne, c'est-à-dire on est dans des expérimentateurs, des citoyens maraîchers, agriculteurs, cultivateurs, souvent en biologie, etc., qui finissent par faire des retours d'expérience qui vont mettre des communautés de recherche comme la nôtre en face de leur responsabilité de se dire qu'est-ce qu'on investit sur ce sujet-là? Est-ce qu'on a les moyens d'investir? Qu'est-ce qu'on investit? Qu'est-ce qu'on fait comme essai? Et voilà, jusqu'où on les accompagne et jusqu'où on vérifie ce que... Parce que eux, ils font ça dans leur jardin, ils sont capables de vous sortir des choses mirifiques en matière de production de carottes, de tomates ou que sais-je. Mais bon, je veux dire, la recherche agronomique est quand même là à un moment pour aller vérifier qu'est-ce qu'on peut et voir justement si on peut étendre ces pratiques. Voilà. Mais moi, je considère qu'on devrait aller sur ces pistes-là qui sont ouvertes par des gens qui sont des pionniers en la matière. S'il y a d'autres... J'avais une autre question aussi sur le goût, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que là les agriculteurs ils en ont pris pas mal avec le film, revenir au temps ancien, Virgile, les bucoliques c'est très bien, on a évolué quand même un petit peu. Donc je voulais revenir sur le problème du goût, et est-ce que, tout à l'heure quand madame vous avez parlé des problèmes de goût, de pain, etc., est-ce qu'il n'y a pas une grande partie de responsabilité des consommateurs, parce que les gens, il y a quand même moyen de trouver des bons boulangers, ils sont rares, il faut parfois faire des kilomètres pour en trouver, mais si les gens ne vont acheter que du bon pain, s'ils ne se contentent pas du mauvais pain, pour les pommes c'est la même chose, pour la viande c'est la même chose, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une grande partie de responsabilité du consommateur pour faire évoluer l'agriculture? Oui, moi j'ai pas parlé de responsabilité, surtout que les variétés que cultivent les agriculteurs sont les sélectionneurs qui les créent, et si dans les critères de sélection on ne prend pas en compte le goût quand on transforme en pain et on prend en compte, on sélectionne pour un certain type de panification qui est la panification industrielle parce que c'est le débouché principal, et c'est ces variétés-là qui sont disponibles aux agriculteurs, et donc loin de moi l'idée de dire que c'est la responsabilité des agriculteurs. Et effectivement, la pression, le changement possible, c'est par la consommation. C'est aussi ce qu'a dit Marc Dufumier. Le levier, c'est peut-être pas de faire des mesures pour les agriculteurs, de dire faut cultiver comme ci, faut cultiver comme ça, mais c'est peut-être de donner des sous aux cantines, etc., de financer de ce côté-là, en disant vous allez acheter, vous allez jouer sur une demande de produits de qualité, de proximité,
plus respectueux de l'environnement, etc. Et tout à fait, c'est un équilibre. Et qui c'est qui met la pression sur les produits? C'est bien derrière les marchés. Et moi, je me rends compte de... Enfin bon, ce film, il est très très bien fait, quoi. C'est vraiment... C'est très bien décrit. Comment, enfin, ce sont les débouchés qui drivent, qui conditionnent la manière dont l'agriculteur va penser son système, et que dès qu'il peut le plus, il peut reprendre d'autonomie et aller loin dans la transformation et la commercialisation, le mieux il peut contrôler et faire des choix sur sa ferme et être moins dépendant du débouché, du marché, etc. Donc, quand on voit les éleveurs, comment ils peuvent être coincés avec le prix du lait, ou enfin, les éleveurs de cochons, enfin, tout c'est vraiment... plus l'agriculteur, le producteur peut aller loin, peut contrôler, peut avoir de l'autonomie sur ce que devient son produit, plus il a de choix dans ses pratiques. Et ça, donc la responsabilité, elle est collective dans qu'est-ce qu'on veut comme marché, comme produit à la fin. Elle est partagée par nous tous. Et je suis entièrement d'accord que ce n'est pas un choix. Notre gros problème, c'est quand même le déficit azoté en France, en Europe. On achète du soja à l'étranger, et on produit de plus en plus de maïs, on subventionne le maïs, et on enlève les subventions sur les terres. Il y a quand même des gens qui arrivent à faire des systèmes autonomes avec peu d'intrants. On voit, moi je connaissais des agriculteurs en Mayenne, qui ont des systèmes avec des trèfles, etc., des régras, et donc beaucoup moins d'achats de concentrés, et donc des systèmes avec des vaches qui sont moins performantes mais qui durent plus longtemps, et donc un système qui est plus rentable qu'un système à haute performance. Peut-être juste par rapport au point que vous avez soulevé, je pense que c'est souvent quand les gens commencent à prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de l'agriculture, la première tendance c'est effectivement de dire les agriculteurs font n'importe quoi. Mais les agriculteurs font pas n'importe quoi, les agriculteurs font ce que la société leur a demandé de faire. Donc à un moment, voilà, et c'est juste que maintenant on se rend compte qu'il y a des limites à ce qu'on leur a demandé de faire il y a une cinquantaine d'années. Et justement, je pense que tout le propos du film, c'est justement de ramener une certaine noblesse dans ce métier-là. Et comme Lucien Bourgeois, l'économiste de la PCA, qui est quand même, voilà, c'est un organisme important dans le milieu agricole, est le premier à dire que lui, il souhaite renforcer cet esprit d'entrepreneur, cet esprit d'artisanat et de savoir-faire. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, moi, c'est le propos premier que je retiens du film. Et c'est pas d'oublier tout ce qu'on a fait jusque maintenant, c'est juste de reprendre, de se réapproprier tout ce qu'on a fait jusque maintenant pour faire vivre ces savoirs au niveau d'une exploitation et revenir vers des systèmes qui soient plus autonomes au niveau d'un territoire à chaque fois. Et c'est sur le plateau de Saclay, je constate que c'est la direction qu'on prend aujourd'hui entre Emmanuel Laureau qui fait le compost, qui va approvisionner les terres de Viltin et les terres d'Emmanuel Vandamme qui après fait pousser la luzerne qui va donner à la ferme de Viltin, etc. On voit que sur des échelles de territoire, ça peut marcher. Les agriculteurs peuvent se réapproprier la valeur ajoutée et que de ça naît une fierté dans leur travail qui change leur relation au territoire aussi. J'ajoute juste un mot. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans des contextes qui changent, qui évoluent, si vous voulez. Et malheureusement, les exploitations agricoles, elles ne peuvent pas prendre les virages serrés, si vous voulez. Des fois, c'est quand même des courbes lentes, des réorientations lentes. Alors, comme je vous le disais, on a voulu faire, typiquement dans la production animale, c'était le même système, on a voulu faire vraiment des bêtes de course, c'est-à-dire faire de la production bovine, la production de viande, et on n'était pas regardant sur l'énergie qu'on mettait dans cette production. Aujourd'hui, le contexte change, et vous l'avez parfaitement noté pour l'azote, par exemple, etc. Et donc, à l'heure actuelle, on peut s'interroger, effectivement, à faire des productions et des bêtes plus économes. Alors, c'est sûr qu'on ne va pas avoir probablement le même tonnage, mais on aura probablement en même temps un impact moindre sur l'environnement. Et aujourd'hui, ça a un sens de dire on impacte moins l'environnement avec notre pratique, quoi. Et puis, ça sera une production plus économe, quoi. Voilà. Je crois que les contextes évoluent
Et que malheureusement, vous voyez, ça sont dans des dynamiques temporelles qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes des gens, manifestement, dans l'Assemblée, vous êtes venus ce soir, qui avaient déjà une prise de conscience sur certains sujets. Et il y a des agriculteurs qui ont aussi une prise de conscience. Et puis, malheureusement, il faut du temps. Voilà. Et c'est pareil pour la recherche. La recherche, c'est un gros navire. Et par exemple, elle n'a pas encore pris le virage du BRF. Et peut-être que ça viendra. D'après le film... Si vous voulez bien attendre le micro. Oui, dans le film, est-ce qu'il y a dans les écoles maintenant, parce que dans le film, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, il n'y aurait pas, il ne parlerait pas des méthodes écologiques, parce qu'il parlerait plutôt des engrais et des machines. Est-ce qu'actuellement, dans les écoles, il y aurait une autre direction de production, quoi? Oui, en fait, donc dans les écoles, en fait, là, je pense qu'on veut parler des lycées agricoles ou des formations agricoles supérieures. Et il y avait un moment, il y a la région Île-de-France qui avait organisé des tables rondes pour discuter justement un peu des leviers, des manières de changer, parce que pour le territoire de l'Île-de-France, de faire évoluer vers des pratiques plus écologiques ou biologiques. Et ils essayaient de chercher les verrous. Effectivement, un des verrous, c'est les formations agricoles, mais le problème, c'est que qui forme les jeunes dans les lycées, ce sont des enseignants qui eux-mêmes ont été vraiment formés dans toute cette logique qui est décrite. Et donc, il y avait une réflexion qui était de dire, tous ces enseignants, en fait, ils sont formés ou remis à niveau dans un centre, un endroit en France où il y a la formation permanente des enseignants. Et donc, il faut aller jouer en amont sur les enseignants. Et c'est vrai que en France, c'est assez inégal. Il y a des lycées agricoles qui ont pris déjà certains virages qui sont assez innovants. Et puis, il y en a d'autres qui perpétuent le même enseignement parce que les enseignants ne sont pas reformés, enfin, n'ont pas ça qui est ajusté. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en main. Je ne sais pas qui peut intervenir. Juste, moi je travaille dans... Mon centre est situé dans une école d'agronomie, à Grignon, à côté de Plaisir, et les élèves d'agronomie, ils ont beaucoup de cours sur la biologie du sol. Donc il faut vraiment être assuré sur le fait qu'il y a de la biologie du sol dans les cursus des élèves ingénieurs d'agronomie. Bon. Après, il faut même savoir qu'à côté de Lyon, il y a une école d'agronomie, par exemple, qui est totalement tournée vers l'agriculture biologique. Ça s'appelle l'ISARA. Et là-bas, on forme même des agronomes vraiment sur les techniques d'agriculture biologique. Donc, par les mécanismes que décrit Isabelle, je pense que c'est vraiment pareil, une culture qui va se répandre progressivement. Vous savez que la France, à l'heure actuelle, on est à peu près à 2% du territoire en agriculture biologique. Donc, c'est ça à peu près. En région Île-de-France, c'est 0,8%. Voilà, donc on n'est même pas au niveau de la moyenne nationale. Et donc, il y a un réel enjeu quand même d'augmenter la part de production en agriculture biologique et donc aussi les expériences d'agriculture biologique. Juste pour nuancer, ce que tu dis, c'est différent. Les écoles d'agronomie, ça forme les ingénieurs agronomes qui finalement vont très peu faire du terrain derrière parce que ça intéresse presque plus tellement les agronomes d'aller faire de l'agronomie. Ils vont faire tout autre chose, du business, des tas de choses. C'est pas la même chose que la formation agricole des techniciens agricoles, des agriculteurs, des gens dans les coopératives, des instituts techniques, etc. C'est très bien que ça leur fait beaucoup de bien de faire une grande partie des ingénieurs agronomes en France, qui sont des ingénieurs très bien formés, qui partent effectivement dans d'autres secteurs que l'agriculture, ou qui sont rattrapés, par exemple, pour s'occuper des prêts agricoles par des établissements bancaires, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il faut, quand on fait un crédit sur une moissonneuse-batteuse, il faut à la fois manipuler les outils financiers et savoir ce que l'exploitant va faire avec sa moissonneuse-batteuse.
et si la structure de l'exploitation supporte le crédit. Alors, moi j'avais une question, vu que vous êtes des chercheurs. Depuis combien de temps est-ce que ça se développe dans la recherche, sur les domaines dans lesquels vous travaillez? Je me souviens il y a quelques années d'un reportage, enfin plutôt d'un documentaire où Claude Bourguignon disait que peu de temps après qu'il ait suivi les cours de microbiologie des sols, ça avait été supprimé. On l'a dit il y a quelques instants, dans le domaine scolaire, il y a les enseignants qui ont été formés d'une certaine manière, donc il faut attendre qu'il y ait la génération d'enseignants suivante, qui elle-même va peut-être former la génération d'agriculteurs suivants, et ainsi de suite. Ça prend beaucoup de temps. Donc avant que ce système se mette en place, il va falloir combien de temps? Ça dépend de vous, à quel point est-ce que ça se développe au sein de l'INRA. Est-ce que c'est une toute petite partie de l'INRA qui travaille dessus, ou est-ce que c'est une très vaste partie? Je ne me fais pas trop d'illusions là-dessus. Mais justement, est-ce que vous pourriez nous donner des ordres de grandeur là-dessus, qu'on puisse se faire une petite idée? Est-ce que c'est balbutiant? Est-ce que c'est vraiment en plein essor? Ou est-ce que c'est presque abouti, pourrait-on dire? Alors moi je voudrais dire, il faut pas... pour moi l'INRA, ça ne va pas être forcément la force de changement voilà, sur les pratiques, enfin en tout cas le principal on va dire. Pour moi il faut que la demande de changement, elle soit portée de façon générale par l'ensemble de la société, puisque l'INRA, c'est un institut de recherche publique qui est au service de la société et qui répond aux demandes qui lui sont portées pour peu qu'elles aient un certain poids. Et donc après, voilà, ce que je dis sur l'engagement de l'INRA dans certaines directions, etc., c'est juste mon opinion. Hein, et donc pour moi, effectivement, c'est insuffisant. Et c'est pas... il y a du discours. Et après, voilà, dans les moyens et les priorités, évidemment, moi je trouve que c'est largement insuffisant. Mais je m'attends pas, enfin, comment dire, je compte pas sur le fait que ce soit l'Institut qui soit une force de transformation. L'Institut, il est au service de la société et il produit la recherche que la société lui demande sur les énergies. C'est pareil, si la société demande qu'on cherche, on ne s'occupe pas de sur quelles énergies on cherche sur le nucléaire. Si la société demande qu'on cherche sur d'autres énergies, eh bien peut-être qu'on va chercher autrement. Donc voilà. Bonsoir. Je suis un petit peu contrariée par le tour que prend les entretiens entre le public et vous-même, parce qu'il me semble qu'un des volets le plus important à mon sens n'est pas du tout évoqué, c'est l'aspect, comment dire, intermédiaire entre ce qui est bien pour le sol, pour faire de bons produits, ce que le consommateur éventuellement aimerait avoir dans une assiette, et puis les gens qui s'approprient entre ces deux parties le travail de l'agriculteur. Les exemples que j'ai à vous citer, puisque je fais partie de la MAP de Manille-les-Hameaux, c'est ce que nous ont raconté nos producteurs de bœuf, de porc, de veau. C'est-à-dire que le bon travail d'un agriculteur aujourd'hui en France, il est complètement étranglé par le prix et le marché. Et je replace ça d'un aspect mondial. On voit aussi que maintenant, le blé, la terre est devenue une marchandise que l'on peut changer et dont disposent les puissants de ce monde. Donc, tout connaître d'un bon sol, c'est bien. Avoir de bons projets d'agriculture, c'est bien. Mais il me semble, tant qu'on ne maîtrisera pas les marchés, on fera des vœux pieux. Voilà. Bon, alors, je sais pas, comme c'est pas une question, je sais pas si ça demande forcément une réponse, mais si vous voulez, je pense qu'on a quand même déjà évoqué, effectivement, il y a des contextes économiques, on a quand même évoqué le rôle des consommateurs, hein, la part qu'ils peuvent prendre dans ces choix-là, mais enfin, je vois pas très bien
où vous voulez nous emmener par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est bien conscient que, ben moi je suis aussi en AMAP, et je milite aussi pour les circuits courts. On est bien conscient qu'à l'heure actuelle, dans la structure qui est la nôtre, il y a un certain nombre d'intermédiaires qui ne permettent pas la rétribution juste des producteurs, et en même temps, je dirais, travaillent un petit peu sur le porte-monnaie des consommateurs. Mais bon, voilà, c'est une structure économique de fait. On peut essayer je dirais, de lutter chacun à notre échelle, justement en rentrant dans des réseaux de circuits courts comme ça. Par contre, par rapport à notre activité de recherche, INRA, dont nous étions en train de parler, là, je ne peux pas faire le lien, quoi. Donc, est-ce que vous y voyez quelque chose? Ce que je veux dire, c'est que le rôle... Je parle fort en général. Ce que je veux dire, c'est que le rôle premier que je souhaiterais que le citoyen que nous sommes ait, c'est-à-dire de combattre là où c'est utile. C'est-à-dire, aujourd'hui, il me semble que l'urgence, c'est de faire pression sur les gens qui en ont les moyens, d'arrêter les exportations de viande de mauvaise qualité française pour aller couler les producteurs africains, de faire venir du soja quand il est déjà transgénique ou je ne sais quoi, alors que nous, on peut avoir un autre choix en France. Il y a une mondialisation des produits qui est infernale. Et je veux dire que moi, je me bats à mon échelle, au travers de la MAP, pour qu'effectivement, il y ait des circuits courts, pour qu'il y ait des producteurs qui vivent de leur travail dignement. Mais vraiment, la priorité, à mon avis, c'est les gens qui détiennent ce type de pouvoir au sein des organisations mondiales qui concernent l'alimentation et la production agricole. Si on ne touche pas à ça, on est fichu. Voilà. C'est vrai qu'en tout cas, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas des problèmes agronomiques, comme disait Marc Dufumier, ce sont des problèmes politiques, et donc qui sont liés à la mondialisation, et qu'effectivement, la France a mieux à faire qu'à exporter son blé. Enfin, voilà, moi je pense que c'est vrai que c'est une chose importante à dire, c'est que tout le problème de nourrir l'humanité, etc., c'est beaucoup plus un problème politique, économique, de choix de société, d'interaction complexe. Pourquoi on importe du soja? Parce qu'il y a des accords à l'OMC, qu'en échange on peut exporter je ne sais pas quoi d'autre, etc. Que des problèmes d'agronomie, voire de génétique, et de mettre les bons gènes dans les bonnes plantes. Et donc voilà, moi, je suis bien d'accord avec ça, et que les généticiens qui viennent dire qu'ils vont sauver la planète et nourrir tout le monde parce qu'ils ont trouvé le bon gène, on n'est pas dans la problématique. Voilà, après, moi, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, nous, on est là avec nos compétences, on peut parler. Voilà. Moi, je veux juste resituer ça dans un contexte qui, moi, en tout cas, m'anime, hein, pour vous dire la vérité. C'est que, en tant que spécialiste de la science du sol, je sais qu'il n'y a que 22% des terres émergées qui sont des terres cultivables. Hein, c'est-à-dire que c'est à peu près un peu plus d'un cinquième des surfaces émergées qui sont cultivables, puisque le reste des terres, soit c'est trop froid, trop sec, trop en pente, trop rocheux, désertique, etc. Donc il n'y a que un cinquième de la planète qu'on peut cultiver. On a quand même, nous, dans nos organismes de recherche, on est balayé par ce courant de perspective 9 milliards d'individus en 2050. Hein, et en même temps, sur les sols, on sait que les sols produisent déjà l'alimentation, les sols produisent aussi une partie des textiles, hein, qu'on a sur nous. On va leur demander de plus en plus, et vous voyez dans le film, il vous parle du colza, donc on va avoir ces fameux agrocarburants qui vont être produits par les sols, hein, il y en a déjà, il y en aura de plus en plus. On est en train de passer à 30 à 40% du maïs américain, nord-américain qui passe dans les réservoirs. Hein. Et en plus, il faut bien vous dire que ce qui nous attend aussi, c'est ce qu'on appelle la chimie verte, c'est-à-dire tous les produits plastiques
qu'on va plus pouvoir fabriquer avec les dérivés du pétrole, il va falloir les fabriquer avec les dérivés de ce qu'on aura des plantes. Hein, c'est ce qu'on appelle la chimie verte. Donc des produits de substitution aux produits pétroliers. Donc vous voyez, la pression qui va être sur les sols, elle va vraiment être énorme. Et donc moi, par rapport aux 2500 hectares, 2800 hectares du plateau de Saclay, si vous voulez, je me dis depuis 2003 qu'il y a un capital sol, des sols très productifs, dans un territoire très urbanisé où il y a une population, région Île-de-France quand même fortement nombreuse, qui sont vraiment un patrimoine qu'on a à protéger, à défendre de manière commune, quoi. Et quand vous savez qu'en France aujourd'hui, il y a à peu près 200 hectares de sols qui sont bétonnés, urbanisés chaque jour, soit pratiquement 80 000 hectares par an. Vous voyez, à un moment, il y a un monsieur, il dit, dans mon département, c'est 2000 hectares par an qui sont urbanisés. Et ça, je vais vous dire, la France, même en Europe, on est parmi les lanternes rouges là-dessus, hein. Les Allemands font moitié moins d'urbanisation que nous. Pourtant, ils y arrivent. Bon, je ne veux pas toujours donner l'Allemagne en exemple, mais c'est souvent l'exemple allemand revient souvent. Donc comment y arrive-t-il? Donc, si vous voulez, moi, je suis très inquiet par rapport à ce qu'on demandera comme production au sol dans l'avenir et par rapport à cette réduction des surfaces cultivables. Et en plus, si vous rajoutez là-dessus l'espérance qu'on a tous de pouvoir produire mieux, ce qui sous-entend, si on produit mieux, il faut savoir qu'aujourd'hui, un blé en culture conventionnelle intensive, ça peut monter à 80-90 quintaux. Si on fait un blé en agriculture biologique, on descend, on réduit à 50-60 quintaux. Aujourd'hui, on a un bel argument, on dit oui, mais c'est beaucoup mieux pour l'environnement. Oui, mais il faut aussi qu'on puisse assurer cette baisse de productivité dans l'avenir. Or, avec tout ce qu'on va demander au sol en termes de production, vous voyez, je m'interroge. Et ça veut dire que tous, on a un rôle à jouer dans nos modes de consommation. Les besoins en énergie, en plastique, c'est qu'il faut... Enfin, c'est vrai, quand on voit ce sol qui part, que ce soit dans le film ou sur le plateau, on n'est pas économe, parcimonieux de notre sol qui est le bien le plus précieux, parce que c'est irréversible quand ça part dans l'urbanisation. Et c'est vrai que l'Allemagne c'est mieux, quand on va aux États-Unis c'est pire, parce qu'on voit sur des kilomètres comment c'est étendu, les parkings, les entrepôts, les centres commerciaux qui s'étendent comme ça dans la nature sur des kilomètres. Mais c'est vrai qu'on n'a pas conscience de ça, et qu'il faudrait vraiment avoir plus de parcimonie, d'économie dans l'usage qu'on fait de notre sol. Et donc tous on peut jouer, donc l'urbanisation donc plus ou moins, mais en tout cas dans les demandes en tant que consommateur, toute la problématique du recyclage et de consommer, enfin de préserver, de réparer, de jeter, etc. C'est quelque chose ça interfère, quoi. C'est pas que, de nouveau, c'est pas qu'une question d'agronomie et tout ça. Capacité de recherche. Ben, je crois que ça va être le mot de la fin, parce qu'il est déjà 11h05 et qu'on fait des grands signes en arrière de la salle. Mais le mot de la fin en tout cas pour ce format d'interaction. Après, si vous voulez continuer à discuter, c'est tout à fait possible en dehors de la salle. Voilà. Et donc je remercie encore beaucoup Isabelle et Cyril de cette invitation.